Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Vous écoutez 1000 Mentors, le podcast des dirigeants, entrepreneurs ou managers qui veulent gagner en confiance dans leurs décisions. Tous les dirigeants doutent. À un moment ou à un autre, on s'est tous dit, ça ne marche pas comme prévu, on tourne en rond, j'ai l'impression de régler 100 fois les mêmes problèmes, ça n'avance pas. Est-ce que je suis nul ? Est-ce que je suis passé à côté d'un truc ? Où est le manuel ? Le manuel, mes amis, il n'existe pas. Chacun de nous trace sa propre route, fait ses propres erreurs et cultive ses propres doutes. Et c'est normal, car diriger, c'est assumer la responsabilité du collectif dans toutes ses dimensions. Et aucun de nous ne peut être expert à la fois en management, en marketing, en stratégie, en gestion des conflits, en négociation, en finance, etc. En revanche, s'il n'y a pas de manuel, s'il n'existe pas une autoroute du succès, on n'avance pas non plus en territoire vierge, et on peut essayer de se dessiner une carte. Pour chaque problème que nous rencontrons, il y a 10 femmes et hommes d'entreprise qui ont eu les mêmes problèmes, qui les ont dépassés, qui ont su en tirer des leçons, et qui peuvent nous éclairer sur les points importants à comprendre, sur les modèles mentaux à adopter pour construire ses propres solutions, et pour que ça marche cette fois-ci. 1000 Mentors s'appuie sur cette idée avec une alternance entre d'une part les épisodes impairs dans lesquels j'interviewe un ou une chef d'entreprise expérimentée, et d'autre part les épisodes pairs où je réunis des amis patrons de PME pour refaire le match. Car le discours de l'expert peut parfois être un peu intimidant. En échangeant sur ce qu'on a retenu de l'interview, ce qu'on a expérimenté dans nos équipes, nos difficultés et nos solutions, et en essayant de s'entraider, je crois qu'on vous aide vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, à imaginer comment vous allez tirer parti de l'expérience de nos mentors pour être de meilleurs dirigeants. En résumé, 1000 Mentors, c'est le podcast qui connecte les questions et les difficultés des uns avec l'expérience des autres. Et tout ça dans un seul objectif, aider un maximum de dirigeantes et de dirigeants à gagner en clarté et en confiance dans leurs décisions pour développer leur entreprise et leur équipe. Aujourd'hui, épisode 2, enregistré un jour un peu spécial puisque c'était le jour du déconfinement, et dans lequel nous débriefons l'interview de Cédric Vatine sur le management avec mes amis Clémentine, Marc et Antoine. Bonjour à tous. On va commencer par Clémentine, comment ça se passe chez toi ? Pleine forme. Nous, on alterne les orages et les rayons de soleil dans l'Oise, donc c'est plutôt sympa comme semaine. Et puis, c'est l'ouverture des cinémas ce soir, donc bonne semaine en perspective. Ah, c'est vrai que moi j'ai pensé aux terrasses, mais là, vu la météo, c'était pas vraiment le bon jour. J'ai pas pensé au cinéma. Pour les auditeurs qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ou quelques minutes ? Mmh. Alors, je m'appelle Clémentine, j'ai 40 ans. J'ai créé ma première société à 25 ans, c'est une agence de communication. J'ai enchaîné avec une deuxième agence spécialisée dans l'optimisation de sites internet que je dirige depuis 5 ans maintenant. Et qui s'appelle ? Pardon, et qui s'appelle Le Majordome du Net. Parfait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et toi, tu as un profil, j'ai le souvenir, il y a quelques années, quand on s'était rencontrés, que tu avais un profil complètement incroyable parce que tu as fait du Oui, grec avant de faire de l'informatique ou un truc dans le genre. tout à fait. Moi, j'ai un profil un peu bizarre parce que j'étais une grande littéraire, une grande lectrice, donc j'ai fait du grec ancien à la Sorbonne avec beaucoup de bonheur, jusqu'à ce que je réalise que professeur, c'était pas forcément ma tasse de thé, et donc j'ai rejoint une école toute neuve à l'époque qui s'appelait, Epitech, et je suis devenue, ingénieure informaticien. Donc j'étais, pure développeuse. Et il m'a fallu encore une deuxième révélation pour me dire que quand même j'aimais bien parler à des êtres humains, et d'où mon projet de création d'entreprise parce que voilà, ça me passionne de parler avec mes clients et de trouver des solutions. Donc j'ai effectivement cette double casquette d'helléniste et d'informaticienne. Ouais, c'est presque la même chose, hein, c'est des langages que personne ne parle en fait. Tout à fait. Ok, avec nous, il y a également Antoine. Bonjour Antoine, comment ça va ? Salut Damien, ça va bien? Et même question pour nos auditeurs, comment... Alors toi, tu nous appelles depuis Montpellier, et est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, donc Antoine Chamussy, moi j'ai la quarantaine. Dans ma vie perso, je suis marié, papa de 3 ados, et je suis assez fan de voyage et d'aventure à vélo. Mais sinon, dans le cadre de mes activités pro, j'ai un profil ingénieur. Euh,
avec un master en agribusiness, et ça m'a amené à faire différentes activités. Une dans le domaine de l'informatique, où d'ailleurs on s'est rencontrés, c'est là qu'on a fait connaissance, Damien, je crois que tu t'en rappelles. Et puis ensuite, j'ai eu quelques expériences à l'étranger. J'ai passé quelques années en Afrique de l'Ouest pour piloter une petite ONG locale. Et quand je suis revenu, je me suis orienté dans les énergies renouvelables. Ça m'a amené à créer, à cofonder avec des partenaires une entreprise dans le solaire photovoltaïque que j'ai dirigée quelques années. Dans ce cadre-là, j'ai commencé à faire des activités de fusion, acquisition d'entreprises en croissance externe. Et en fait, aujourd'hui, ça m'amène à une activité où en fait je fais une forme de capital investissement et de création de projets, d'accompagnement de projets avec des entrepreneurs, des porteurs de projets qui œuvrent ou qui tentent d'œuvrer en faveur des transitions énergétiques et écologiques. Voilà, donc j'ai des activités on va dire, de co-animation et d'accompagnement d'équipes managériales sur ces projets d'entreprise. En gros, tu essayes de nous dire que tu fais du capital investissement éthique, vertueux, bon pour la planète, c'est ça? En gros, j'essaye de te dire que oui, que j'ai la chance de pouvoir œuvrer avec des moyens financiers mis à disposition par un groupe d'entrepreneurs qui ont réussi dans les énergies renouvelables, et que ces moyens financiers, on a collectivement le souhait de les orienter dans un cadre d'entreprise de marché tout à fait assumé, mais avec l'idée que ça puisse servir à accélérer la transition énergétique. Donc concrètement, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui développent des solutions de maîtrise de l'énergie pour l'industrie ou le tertiaire. C'est de développer des projets dans l'hydrogène vert. De l'autre côté, c'est d'accompagner une start-up qui sélectionne et commercialise du vin, parce qu'on est en France quand même, mais fait à partir de pratiques agricoles vertueuses et avec une chaîne logistique qui se veut zéro carbone. Et c'est une entreprise qui est certifiée Bicorp, donc qui essaye de promouvoir un certain mode de fonctionnement d'entreprise. Et c'est effectivement ce genre d'activité qu'on appelle à impact, mais nous on n'est pas toujours très à l'aise avec ce terme qui est parfois un peu galvaudé, mais en tout cas voilà, on essaye que quand on se lève le matin, on soit heureux de nos activités et qu'on ait l'impression, mais peut-être à tort, l'avenir nous le dira, d'œuvrer dans le bon sens pour que la planète reste vivable pour nos enfants, quoi. Et comment s'appelle ton fonds? Parce que je peux imaginer qu'il y aura déjà des gens qui vont se dire un investisseur qui fait des trucs comme ça m'intéresse. Alors si c'est si c'est si c'est des gens qui s'intéressent à des investisseurs purs, effectivement, je pense qu'il faut qu'ils aillent voir des fonds spécialisés parce qu'il y en a plein et qui sont très compétents. Nous, on n'a pas vraiment un fonds. En fait, on est une société privée et on ne fait qu'investir nos propres moyens, et on le fait effectivement en apportant un soutien financier, mais aussi en apportant un soutien stratégique, organisationnel, opérationnel. Donc les gens que l'on peut intéresser, ou en tout cas nous qui nous intéressent, ce sont des gens qui ont un projet auquel ils croient fortement, qui ont envie de faire bouger les lignes et qui ont, au-delà d'avoir besoin d'argent, qui ont aussi l'envie d'être accompagnés par un groupe d'entrepreneurs qui a une vingtaine d'expériences d'entreprises diverses et variées réussies derrière eux. C'est presque plus du business angel que du venture capitaliste de fonds classique, quoi, c'est ça? C'est un peu ça, mais avec des moyens relativement conséquents. Et l'entreprise avec laquelle je réalise ce genre de choses s'appelle Volvé. À la base, en fait, cette entreprise, c'est une entreprise qui travaille dans les énergies renouvelables et qui se réinvente et se démultiplie aussi sur des sujets de transition écologique maintenant au sens large. C'est le groupe dont tu avais dirigé la branche solaire, c'est ça?
Exactement, exactement. Moi en fait j'ai cofondé Volvé Solar qui à l'époque était la branche photovoltaïque de ce groupe et en fait ça fait une quinzaine d'années que on travaille ensemble avec des petites pauses puisque je suis allé me promener un peu autour de la planète en vélo avec ma famille, mais sinon c'est ça quoi. Voilà l'idée c'est que on est une équipe avec des compétences et des profils variés, mais une envie commune d'essayer de mettre l'entreprise au service des enjeux que la planète rencontre. Et quand on dit la planète, en fait, c'est plutôt l'humanité qui les rencontre sur la planète, parce que la planète se portera très bien sans nous. La vraie question, c'est de savoir si on est encore capable de la garder vivable pour nous. Bon, et alors aujourd'hui, c'est grand jour pour toi aussi, puisque j'imagine, parce que tu es aussi à l'initiative, ou en tout cas partie prenante fortement engagée dans l'ouverture d'un café joyeux à Montpellier. Donc j'imagine que la réouverture des terrasses et bientôt des restaurants, c'est un moment clé pour vous. Alors ouais, effectivement, en dehors de ces activités pro et bassement matérielles, comme on s'ennuie par ailleurs, bien sûr, parce que les journées ne font 24 heures, faut les remplir. Je m'occupe avec un groupe de copains et avec mon épouse d'implanter Café Joyeux à Montpellier. Café Joyeux, c'est une structure qui vise à employer en milieu ordinaire des personnes qui sont en situation de handicap mental ou cognitif. Ce sont des personnes qui sont porteuses de trisomie 21 ou qui ont des formes d'autisme diverses et variées. Euh, et qui montent pour ça des cafés-restaurants et qui commercialisent du café en ligne euh, pour que ces personnes retrouvent une activité en milieu ordinaire. C'est-à-dire que c'est une activité qui ne vise pas à remplacer les structures de type CAT ou ESAT qui ont leur fonction, mais qui vise à compléter l'offre d'entreprises dans lesquelles les personnes en situation de handicap peuvent s'épanouir. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la grande réouverture. Donc, amis parisiens, n'hésitez pas à passer aux Champs-Élysées ou au Café Joyeux qui est... Galerie Vivienne, je crois, il y en a un, non? Comment? Il y en a un, Galerie Vivienne, me semble-t-il. Il y en a un qui est Passage Choiseul. Ah, Passage Choiseul, pardon, oui, je Voilà. me trompe de galerie. Et puis il y en a un qui est situé tout en haut des Champs-Élysées parce que le monde du handicap a le droit et a même le devoir d'être dignement représenté sur la plus belle avenue du monde. Et donc ça, c'est une vraie fierté pour nous. Faut pas hésiter à y passer. Puis si vous êtes à Bordeaux, il y a aussi un café qui est ouvert à Bordeaux. Si vous êtes à Rennes, le café à Rennes est ouvert. Et puis très bientôt, dans de nombreuses autres villes en France, en tout cas toute l'équipe Café Joyeux y travaille. C'est un magnifique projet et j'invite vraiment tous les auditeurs de ton podcast à découvrir cette initiative et à la soutenir parce que c'était une très très belle aventure entrepreneuriale initiée par Yann et Lidvin Bucaille-Lanrezac. À Nantes, je crois, au départ, non? Ils sont entre Saint-Brieuc et Paris, mais le premier café qui a ouvert à Rennes. À Rennes. Impec. Voilà. Et puis, alors, notre dernier compère aujourd'hui, c'est Marc, qui, lui, nous appelle depuis l'Est de la France. Salut Marc. Bonjour à tous, effectivement, j'appelle depuis la Lorraine. Bon. Comment ça va en Lorraine? Il fait beau? Eh bien, on aurait presque pu profiter de la réouverture des terrasses puisqu'il ne pleuvait pas encore entre midi et 2. En revanche, là, je suis sous les averses depuis le début d'après-midi et en plus, la température pour aller en terrasse était autour de 12 degrés, donc il était conseillé d'avoir une bonne polaire pour pouvoir profiter de la réouverture. Bon, et alors, ton boulot, comment ça se passe? Tu peux nous en dire deux mots, te présenter? Oui, tout à fait. Au niveau boulot, je dirige deux petites entreprises d'informatique sur la région Lorraine. La plus récente intervient chez les particuliers et on va dépanner tous les particuliers à leur domicile dans le cadre fiscal des services à la personne. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment, que parmi la plus de vingtaine de services qui étaient éligibles au cadre fiscal, il y avait l'intervention informatique.
Et donc, on est 3 techniciens à aller dépanner les clients directement à leur domicile autour de la région de Nancy. Ça, c'est une activité que tu as reprise ou rachetée, c'est ça? Exactement, c'est une activité que j'ai reprise et rachetée, en 2017, et donc ça fait maintenant un peu plus de 4 ans qu'on fait ça avec grand plaisir, et on a, un parc client de fans, mais on est toujours prêt à accueillir de nouveaux clients. Et donc l'autre activité? Alors l'autre activité, je l'ai mise en route à mes 28 ans, maintenant j'en ai 51. C'était donc en janvier 99, que, j'ai mis en route une entreprise de services informatiques à destination des entreprises. Et là, notre, volonté, c'est d'être, de véritables médecins chinois pour nos clients, puisqu'on les accompagne au quotidien et on fait en sorte que leur système informatique fonctionne, le mieux possible, jour après jour, qu'eux puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Et puis, ma foi, quand c'est en panne, on est bien sûr à leur côté pour, remettre ça en service le plus vite possible. Quand tu dis médecin chinois, c'est parce que le médecin chinois, tu le payes pour rester en bonne santé et quand tu es malade, c'est à ses frais, c'est ça? Exactement. Là, en l'occurrence, l'idée est d'un forfait mensuel qui soit toujours le même, que le système informatique soit, en bonne santé, ou justement qu'on soit obligé de passer un certain nombre d'heures pour le réparer. Le forfait mensuel va être exactement le même pour nos clients. Impeccable. Et puis alors, dernière nouveauté récente, parce qu'on en avait discuté cet hiver, je crois, tu es maintenant expert auprès des tribunaux, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Comme, ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années que j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique, doublé d'un DEA en informatique, je me suis dit que c'était peut-être aussi l'occasion d'aller vers une nouvelle mission et de rendre, service, au public. J'ai suivi l'année dernière une formation à l'expertise judiciaire et je suis inscrit près la cour d'appel de Nancy depuis le 1er janvier. Je suis en attente de ma première mission, qui j'espère ne va pas tarder à arriver. L'idée étant d'assister les juges, sur des points techniques, compliqués, comme du vol de fichiers informatiques, de la destruction de données, la récupération de preuves informatiques, enfin toute aide qu'on peut apporter au niveau très technique pour que les juges puissent ensuite rendre leur jugement. Moi, je vais juste chercher les faits. C'est ensuite la justice qui décide ce qu'elle fait avec ce que j'ai trouvé. Et puis par ailleurs, je rebondis aussi sur le fait que Clémentine a fait du grec. Moi, j'ai fait du grec et du latin, mais je me suis arrêté à la fin du lycée. Et c'est vrai que j'avais adoré le fait de côtoyer ces langues qui finalement ont beaucoup contribué à construire notre langue française. Ouais, il y a étonnamment, beaucoup d'informaticiens qui sont passés par les lettres classiques. Je pense qu'il y a vraiment une manière de réfléchir qui a, qui a une cohérence, en fait, sur le fait d'être, intéressé par les langages et par la manière dont un raisonnement se construit. Ah oui, puis passer des langues mortes aux langues informatiques, finalement, c'est vrai que c'est des façons différentes d'étudier les langues. Tout à fait. Oui, dans les deux cas, c'est pas les langues dans lesquelles tu peux commander un café au Café Joyeux, quoi. Bon, alors je sais pas On si vous... peut essayer, hein, mais je pense que le barman aura un peu de mal à comprendre, si on s'exprime en langage C ou Ah, ou autre langage informatique. ouais, tu peux éventuellement programmer l'envoi d'un SMS au barman pour commander ton café. J'espère que vous avez autant apprécié que moi l'interview avec Cédric, puisqu'on est là aujourd'hui pour refaire le match ou débriefer, lui donner suite. En tout cas, moi, je me suis régalé pendant cette interview, qui était d'ailleurs beaucoup plus longue que ce à quoi je m'attendais. En même temps, les deux fois où j'avais discuté avec lui, ça avait été très long, donc je pense qu'on s'entend bien, on discute bien ensemble. Ce qui m'intéressait dans le fait de nous réunir là, c'était de voir un peu ce qu'on en fait concrètement dans nos boîtes. Donc, j'ai un peu envie de lancer la discussion avec cette question. C'est finalement, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous en avez retenu, et du coup, concrètement, est-ce que vous avez changé, mis en place des choses dans vos boîtes suite à l'écoute de Cédric, et ou sinon, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que vous avez des questions et comment on peut dépatouiller ça tous ensemble? Alors moi, je vais tout de suite attaquer sur le fait que j'avais tout à fait adoré le fait que Cédric, soit ton premier invité, puisque c'est toi-même qui me l'avais fait découvrir dans le cadre du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Tu m'avais parlé de lui, on devait être en 2015 déjà à l'époque.
Je m'étais précipité pour télécharger son petit livre PDF, Le Manager Essentiel. Et puis, je me bats dans ma boîte maintenant depuis pas mal de temps. Je suis convaincu par tout ce qu'il nous présente comme méthode de management, mais je me fais happer régulièrement par mon côté technique, et donc je préfère être dans la technique que dans le management, ce qui fait que j'ai toujours du mal à mettre en route ces entretiens un à un de manière régulière. Chez moi, c'est plutôt mensuel qu'hebdomadaire, alors que le rendez-vous est bien calé dans mon agenda toutes les semaines, mais j'ai vraiment un mal de chien à tenir mon rendez-vous, surtout s'il y a un problème chez un client. Je préfère aller dépanner le client que de faire mon entretien. Ouais, moi et je te remercie Damien en fait de m'avoir associé à cette initiative. Moi pour ce premier podcast, cette première interview, moi j'ai découvert en fait le personnage euh, et j'ai été vraiment impressionné par Cédric. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que encore une fois, euh, on se rend compte que, en tout cas moi je me suis rendu compte que les gens qui faisaient bouger les lignes, souvent c'était des gens qui avaient été confrontés à des situations complexes. Et je trouve que c'est intéressant de voir par quel passage de vie Cédric Watine est passé pour arriver à chercher des solutions. Et donc le fait de d'avoir quelqu'un qui explique comment il en est arrivé là et qu'est-ce qui l'a amené à trouver ces solutions et qu'est-ce que ça a changé chez lui, je trouve que c'est très éloquent. Et bien sûr, on a tous par nos parcours ou par nos études des bribes, des morceaux de techniques de management qu'on a plus ou moins bien retenus ou tenté de mettre en œuvre. Là, j'aime bien l'approche holistique qui est proposée par Cédric. C'est vrai que c'est très tentant, on a envie de se dire allez hop, dès demain je m'y mets, ça y est, tous mes problèmes vont être résolus, même si on voit bien le temps et l'engagement que ça nécessite. Il y a une vraie discipline. Et moi, je me suis pris au jeu pour répondre à ta question concrètement. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, tiens, allez hop, les entretiens one-to-one là, les 1 à 1 hebdomadaires. Allez, je remets ça en place. Et donc, dès le lundi suivant, j'ai remis ça en place avec une recrue là qui est arrivée chez nous. Et ça faisait déjà quelques semaines que cette personne était chez nous. Et voilà, son intégration se passe bien, il y a plein de choses intéressantes, mais il y avait des trucs qui patinaient un peu. Et franchement, je, disclaimer, je ne suis pas payé ni par Damien ni par Cédric pour faire la promo de l'outil, mais franchement, en quelques semaines, là, moi j'ai senti un vrai intérêt à utiliser ne serait-ce que ce petit module one-to-one là, sans avoir suivi de cours plus que ça. Ça a débloqué quelques petits points, ça a fluidifié la relation, et j'ai senti vraiment de l'intérêt aussi de la part de ce collaborateur. Donc de mon côté, rien que sur ce point-là, je suis très content d'avoir passé 1 heure et demie, 2 heures, je sais plus, à écouter cette interview. Donc déjà, merci. Bon, on va y revenir après parce que effectivement, je pense que c'est super la base et en particulier en période d'intégration, on y reviendra après, mais j'aurais voulu entendre Clémentine du coup d'abord avant qu'on revienne sur la mise en place des 1-1. Alors, moi, je suis un petit peu le poussin qui sort de l'œuf, en fait, parce que même si je dirige une entreprise depuis un certain temps, j'avais encore cette idée un peu naïve, je pense qui est pas mal partagée par les techniciens, de les managers, c'est quand même pas très, très utile. C'est des gens qui ne produisent pas, c'est des gens qui ne font pas de richesse. Nous, on est les vrais, on est le sel de la terre, c'est nous qui faisons des choses dans les entreprises. Donc du coup, quand je me suis retrouvée à diriger des gens, j'étais pas à l'aise sur ma chaise de manager parce que quelque part, j'avais eu dans mon école cette vision que les managers sont pas utiles à l'entreprise et qu'ils empêchent plus qu'autre chose, les rouages de tourner correctement.
Donc, heu, donc déjà, ça m'a permis d'un petit peu de me réconcilier avec l'idée du manager, en montrant en fait avec des mots très simples, que voilà, il y a toute une utilité, il y a tout un accompagnement et c'est pas forcément, un poste hiérarchique qu'on pose en disant: «Voilà, tu es le technicien et moi je suis au-dessus de toi et je te donne des ordres», qui est la vision, un peu innocente que j'avais. Heu et puis, bah, moi, plein de petites révélations, de dire effectivement qu'il faut faire attention à l'autorité technique, par exemple. De dire qu'on n'est pas obligé d'être meilleur techniquement que quelqu'un pour le manager. Ça, pour moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, pour finir sur le one to one, même si on reviendra sûrement dessus, moi aussi j'ai joué avec, j'ai trouvé ça très efficace, mais j'ai passé, je pense, 3 soirs à me faire des nœuds au cerveau, à me dire: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Ça va être horrible, on va se retrouver l'un en face de l'autre avec d'énormes silences et ça va être l'expérience la plus, désagréable de la semaine». Moment malaise, comme diraient mes enfants. Exactement. Et alors, du coup, tu l'as fait quand même? Heu, oui, 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 mais du coup, voilà, j'ai passé 3 soirs à interroger tout mon entourage en me disant: «Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je pose comme question? Quel plan je rédige?» Et alors, du coup, t'as fait et quoi? alors alors du coup, c'est mon mari qui m'a donné la phrase magique, qui m'a dit: «Tu leur demandes ce qui les a le plus marqués dans la semaine et après tu te tais et tu te tais et tu te tais encore». Et en fait, j'étais super surprise de voir à quel point, elles embrayaient naturellement sur plein de choses à me raconter, en fait. Parce que moi j'ai une équipe féminine pour le coup. Mais voilà et du coup effectivement ça a été incroyablement simple parce que, bah, elles avaient plein de trucs intéressants à dire en fait, tout simplement et j'avais pas forcément besoin de tout cadrer. Ouais, je pense que ça c'est vraiment, quelque chose qui est hyper intéressant. C'est qu'en fait, on est toujours en train de penser qu'il faut qu'on prépare, ou ça dépend des profils de personnes, mais c'est vrai que moi j'ai un profil où j'aime bien être, dans la maîtrise de ce qui se passe, dans la compréhension, et quelque part d'avoir déjà un peu tracé le plan de ce qu'on attend quand on commence une réunion, d'avoir tracé un ordre du jour et dans ce type d'entretien, bon, qu'on peut structurer un petit peu pour se donner un cadre. Néanmoins, le plus important, c'est juste de donner la parole et de montrer, et pas de montrer juste pour le plaisir de le montrer, mais de montrer effectivement qu'on accorde de l'importance aux collaborateurs et qu'on a besoin de l'écouter. Et en fait, rien que ça libère la parole et permet d'accéder à de l'information ou à des ressentis qu'on n'aurait pas forcément si on était trop dirigiste dans la méthode. Et ça, en tout cas, je trouve que c'est très enrichissant. Puis en plus, c'est sympa de se dire que pour une fois, on n'est pas obligé de tout préparer forcément dans le détail, qu'il y a des phases de laisser aller, où on a un peu de lâcher prise, quoi. Il y a un truc, Cédric évoquait le fait que lui, au départ, il avait écouté Manager Tools, le podcast américain, et pendant une époque, je l'ai écouté aussi. Et il y a un des épisodes qui m'avait beaucoup marqué, c'était quelles questions on pose en 1-1. Et, euh, et le Mark Hortzman, un des deux co-hôtes, là, disait il faut faire très attention parce que les gens induisent une intention derrière les questions. Et du coup, si je commence tous mes 1 par poser des questions sur le chien, il va induire que finalement, ce qui est très important, c'est le chien. Si toutes les semaines, je commence par mes questions en disant bon alors tes chiffres, t'en es où ça induit que ce qui est important pour moi, c'est les chiffres et que le reste, on s'en fout. Et donc, effectivement, le 1-1, je pense que c'est vraiment l'outil le plus facile du monde, mais comme beaucoup d'outils super simples et super puissants, c'est aussi un outil qui peut vriller, et je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de préparer, il y a juste besoin de rester très attentif à c'est quoi l'intention qu'on a derrière ce 1-1, et qui est ah bah tiens, ça va me permettre de faire une parenthèse. Excusez-moi, je vais faire la minute du professeur Touvenin. Tous ceux qui me connaissent bien savent que quand on me pose une question, je fais un cours, mais il y a Clem, tu disais que l'idée que tu avais un peu dans ton école, qui est, enfin,
je la connais pas bien, mais dans ce type d'école de hackers ou dans cette population d'informaticiens, il y en a souvent qui ont une vision un peu libertaire, un peu hacker du monde, et le manager sert à rien, il produit pas, etc. Il produit pas, c'est très clair. Quand il est dans sa fonction de management, après, là, toi, ton management, ça va être quelques heures au plus par semaine, et tout le reste du temps, tu es en contribution. Et la fonction de manager, elle est différente. Moi, j'ai beaucoup lu et été très inspiré par les travaux de Peter Drucker, que je trouve extrêmement lumineux sur le management. Et il explique que le collectif, il naît, l'entreprise, elle naît parce que c'est une concession aux limites de l'individu. C'est-à-dire que le truc le plus efficace du monde, c'est de tout faire soi-même. Parce qu'on est toujours d'accord, on est très au clair de où on en est, on sait ce qu'on veut, on sait si ça nous convient, etc. Et il dit simplement, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc à un moment, l'entreprise, le collectif naît parce que, et d'ailleurs ça se voit dans la naissance de l'ère industrielle, ça émerge parce qu'on a des projets tellement gros qu'ils ne peuvent pas être portés par un individu. Et à partir du moment où on est plusieurs, eh ben, il y a un besoin d'intégration. Et le rôle du management, le management est une fonction d'intégration du collectif. C'est qu'est-ce qui fait que la somme des initiatives, des énergies individuelles va se converger et se combiner pour faire une énergie collective. Et donc, dans cette logique-là, on peut avoir une vision un peu coercitive de forcer les gens à faire comme on veut, et c'est pas très mobilisateur et pas très efficient. Ou alors, on peut avoir une approche, et qui est celle du 1-1, d'augmenter la quantité de dialogue. C'est-à-dire, ce qui va permettre d'intégrer le système, c'est d'améliorer la quantité de dialogue, et le dialogue de plus grande qualité, c'est bien le dialogue de face à face, une personne et une personne. C'est complémentaire du travail de réunion d'équipe, mais ça permet effectivement de bien entendre. Et il y a quelque chose que, quand j'ai réécouté le podcast pour faire la page de notes, etc., il y a quelque chose que dit Cédric un peu rapidement, mais qui me paraît essentiel. Il dit le fait d'avoir un 1-1 permet d'avoir une communication personnalisée, adaptée, focalisée. C'est-à-dire que si on a pris une décision d'équipe ou qu'on a annoncé un truc en équipe, forcément, quand on a fait l'annonce en équipe, on a fait un discours global pour l'ensemble de l'équipe. Et le 1-1 va permettre éventuellement d'entendre ce que chacun a comme crainte, comme question, comme problème, comme difficulté dans la vie de la boîte, dans l'exercice de sa mission, et de régler ça, de régler au sens réglage des voiles, hein, pas au sens paiement du chèque, mais c'est-à-dire d'affiner, de comprendre, de réexpliquer. Moi, au final, c'est ce que je trouve beaucoup dans les 1-1 que je fais, c'est-à-dire revisiter le collectif à la maille individuelle, quoi. Ouais, puis c'est aussi c'est le fait qu'il y ait cette régularité, c'est aussi entre guillemets se réobliger à se consacrer du temps mutuellement, parce que sinon c'est vrai qu'on est très rapidement, on a toujours des bonnes excuses et on est très rapidement pris par toutes nos activités, et en fait on délaisse assez facilement en se disant que ça passera, on se verra plus tard, et en fait on remet souvent à plus tard des discussions. Là quelque part en tout cas moi tel que je l'ai remis en place là, c'est en une demi-heure. Finalement j'avais pensé que j'allais devoir prendre une demi-heure de mon temps pour faire ça, et la réalité c'est que je prends effectivement une demi-heure de mon temps le lundi matin pour faire ça, mais en fait là ce que j'ai vécu c'est que ça m'a déjà fait gagner au moins 2 ou 3 heures par semaine, parce qu'il y a plein de petits sujets qu'on aura abordés comme ça un peu à la volée et qui finalement auraient débordé un peu, qu'on peut recadrer et dire bon bah ok, finalement peut-être ça peut attendre le lundi prochain là, et on en reparle le lundi d'après, et entre temps finalement la personne se rend compte bah en fait elle a réussi à trouver par elle-même la solution qu'elle m'aurait posée par facilité, et puis moi je lui aurais répondu par facilité, et puis aussi enfin voilà, et donc Ouais, c'est clair, c'est tellement vrai ça, ce truc de quand t'es là, finalement tu fais bouche. Enfin, ouais, bah oui, tu toi bouches t'es les trous, content, quoi.
T'es content parce que quelque part, ça valorise ton ego aussi. T'es là et tu rends service, quoi. Ah, tu résous un problème. Bon, c'est super. Mais en fait, tu agis très ponctuellement. Et finalement, en laissant l'autre un peu se dépatouiller, ou au moins jusqu'à la semaine d'après, quoi, s'il n'y a pas eu d'urgence, et bah tu lui laisses l'opportunité d'avoir trouvé par lui-même une solution, et voire même d'en avoir trouvé une que toi t'aurais pas trouvé, et donc d'enrichir le système. Donc c'est ouais, moi c'est vraiment ça repermet du lâcher prise avec un cadre qui est institutionnalisé. Bon, je veux pas en parler comme un grand professeur que je ne suis pas, et puis je viens tout juste de le remettre. Mais à ma toute petite échelle, j'en vois déjà les effets bénéfiques, et ça donne envie d'aller s'approprier un peu les autres outils qui ont pu être un peu balayés lors de l'entretien. En tout cas, voilà, moi, rien que ça, je suis déjà super content de ce petit outil-là, de Ouais. cette petite Il y a, avancée. il y a un truc qu'il a dit que j'ai adoré, que j'avais jamais réalisé. Il dit finalement, le 1 à 1, c'est le début de l'autonomie, puisque effectivement, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que comme on se dit, bon, bah, écoute, on voit ça la semaine prochaine, ben, de facto, ça veut dire que entre ce 1 là et celui de la semaine prochaine, eh ben, on fait confiance aux collaborateurs pour être autonomes. Et donc, c'est le début de l'autonomie, ouais. C'est très vrai, cette histoire, et ça nous libère, nous, vachement de temps aussi, quoi. J'ai aussi le sentiment que ça sert d'accélérateur parce que, pour parler très concrètement, moi j'ai eu le temps d'en faire 2 ou 3 depuis le podcast, et j'ai eu ce côté, tiens, elle me dit qu'elle aimerait bien travailler sur ce domaine-là. Donc, comme c'est tout frais dans ma tête, je pense à lui donner cette tâche-là dans la semaine sur quelques clients. La semaine d'après, elle me dit: «Oh là là, c'était un peu effrayant, mais je m'en suis sortie». Donc on rajoute une brique. Je pense que sans ce 1 à 1, ça aurait pu me prendre, 6 mois de penser à la mettre sur le bon dossier pour qu'elle puisse avancer sur le sujet, et cetera, et cetera. Donc il y a une manière de faire grandir les gens qui permet d'aller beaucoup plus vite, en tout cas. Oui, et de mon côté, je suis aussi un peu victime de mon syndrome de l'expert, puisque j'ai un double diplôme bac+5, et avec l'expérience que j'ai et la quinzaine d'années de plus que j'ai par rapport à mes collaborateurs, mes 3 collaborateurs, et bien, en fait, ils ont tendance à se reposer sur moi pour trouver des solutions. Et le fait de les laisser beaucoup plus en autonomie et puis de les voir moins souvent, ça leur permet de chercher par eux-mêmes, de trouver par eux-mêmes, et puis d'arrêter de se reposer sur moi en permanence. Et j'apprécie énormément de les voir grandir en compétences. Mon objectif ultime, c'est de devenir le moins compétent de ma boîte. Et ça va prendre encore un peu de temps, mais en tout cas, c'est mon objectif. Alors là-dessus, ça, Marc, j'ai des trucs à te dire, parce que Ah, d'abord, j'ai une anecdote, mais je sais plus si je l'ai raconté dans le podcast avec Cédric ou pas, mais moi, j'avais ce problème-là au début. Donc aujourd'hui, ma boîte fait du conseil. On est positionné sur un sujet d'accompagner les transformations des organisations avec l'agile. Mais il y a 17 ans, quand on a commencé, on faisait effectivement du développement de logiciels. Euh, et, et moi, j'étais un très très bon développeur. Et du coup, quand les gens avaient un problème, je leur trouvais des solutions en 4-2-4, quoi. Et alors le premier truc sur lequel je me battais, c'était que j'en avais certains qui disaient ah oui mais moi je suis pas aussi bon. Je disais mais c'est pas du tout une question d'être plus intelligent ou plus fort ou machin. C'est que simplement moi j'ai commencé à coder en 1980 et t'étais même pas né, donc forcément j'ai une longueur d'avance. Mais c'est juste une question de décalage temporel, donc il n'y a pas du tout de limite. Et puis la deuxième chose, je m'en suis rendu compte c'était plus pernicieux, je m'en suis rendu compte plus tard. Une fois, on était en séminaire, donc c'était en 2009, les gens étaient en train de discuter à la pause café ou autre, et j'entends une conversation entre deux collaborateurs. Il y en a un qui dit ah ouais moi le truc qui me saoule, c'est quand ça fait 3 jours que je marne sur un problème, que Damien passe, parce que j'étais pas souvent au bureau, je lui en parle, et tac tac tac, il prend mon clavier, il me refait la solution, et en 10 minutes, il a un truc qui marche et qui est beaucoup mieux que le machin sur lequel je marne. Et l'autre qui lui dit, il dit, oh, maintenant, moi, quand ça fait plus d'une demi-heure que je marne sur un problème, je le mets de côté en attendant que Damien passe.
Ah oui, ça c'est le risque. Et la baffe que je me suis pris en entendant ça, je me suis dit, oh là là, mais en fait, je suis devenu le mec, en ayant moi les réponses, j'étais le mec qui empêchait les gens de progresser. Et du coup, je crois qu'il y a un vrai sujet quand on est expert comme ça, qui est justement, ça renvoie avec la question d'Antoine tout à l'heure sur s'intéresser aux autres outils. Effectivement, ce que Cédric appelle le coaching, que je trouve, tu vois, le 1-1, c'est assez facile. Le coaching, c'est quand même déjà beaucoup plus difficile. Euh, qui est comment est-ce que je fais grandir les gens sans leur apporter mes solutions. Et moi, j'ai mis du temps déjà à me convaincre que c'était efficace. C'était pas gagné d'avance, quoi. Et en fait, alors je sais, j'ai pas la science infuse là-dessus, mais en tout cas, ma pratique là-dessus, c'est quand les gens ont un problème, d'essayer, et je suis obligé de m'auto-surveiller, et puis je pense que si j'ai des collaborateurs qui écoutent, ils auront des cas d'exemple où je ne suis pas bon là-dessus, mais l'idée c'est d'essayer de ne pas leur apporter ma solution, mais d'abord de les questionner sur comment tu comptes t'y prendre, ou est-ce que tu sais comment tu peux faire, ou etc. Et aussi d'aller chercher euh, sur leur mode de résolution de problèmes. C'est-à-dire que il y en a qui, enfin j'ai des cas en tête par exemple de gens qui avaient besoin d'apprendre quelque chose. Il y en a qui ont besoin d'avoir la théorie avant d'expérimenter, et du coup c'est dire ok. Il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir vu, leur dire du coup qui tu connais, qui sait faire, et alors du coup comment tu peux faire pour apprendre. Je pourrais lui demander si je peux observer. Très bien, du coup qu'est-ce que la fois d'après je peux lui dire alors la dernière fois tu m'avais dit que t'as été lui demander, ah non j'ai pas osé, qu'est-ce qui te bloque, etc. Et vraiment effectivement d'accompagner le collaborateur à trouver son chemin pour trouver ses réponses plutôt que de trouver ma réponse. Mais enfin moi je trouve ça super dur quand t'es le meilleur. Mais je crois qu'en fait, le seul moyen, c'est, même si c'est ultra frustrant, c'est de s'interdire de donner la réponse. Sinon, tant que tu l'as, ils viendront la chercher, quoi. Oui, ça fait quelque temps, j'avais assisté à une conférence et la conférencière nous disait qu'il y avait 2 questions à poser absolument à nos collaborateurs. C'est: «Qu'en penses-tu?» et «Que proposes-tu?» Et elle nous l'a répété plusieurs fois et elle en faisait même un mantra. «Qu'en penses-tu? Que proposes-tu? Qu'en penses-tu? Que proposes-tu?» Et c'est vrai que dès que je reçois une question, je m'oblige à répondre déjà par ces 2 questions-là. Ouais, Et ça porte ses fruits. et il y a quelques années, aujourd'hui, on a une DRH, mais quand on était un peu plus jeune dans l'entreprise, on travaillait avec une consultante externe, une prestataire qui venait un jour par semaine pour s'occuper des sujets RH. Et c'était avant que j'écoute Cédric Vatine, et au début de mes essais de management un peu difficiles. Et elle m'avait donné une clé. Au départ, c'était sur les délégations, et qui était de poser 3 questions, qui étaient: qu'est-ce que tu as compris que j'attendais, est-ce que tu es OK pour prendre le truc, et est-ce que tu sais comment tu vas t'y prendre, pour pouvoir vérifier que les gens avaient les moyens d'y arriver et autres. Et donc cette idée de est-ce que tu sais comment tu vas t'y prendre, j'ai gardé quand même assez souvent cette clé pour essayer euh, de, de tirer la discussion avec les gens sur la manière de résoudre leurs problèmes sans leur donner ma solution, quoi. Mais je trouve ça super dur. Je sais pas, Antoine, Clémentine, si vous avez des expériences dans ce domaine-là, vous. Bah, en fait, moi, ce que ça me fait dire là, vos discussions, c'est que il y a aussi des sujets sur lesquels il faut assumer que c'est un sujet qui nous passionne à titre perso, ou qu'on a envie de le faire avec une certaine méthode ou forme. Après, si ça devient le cas sur l'ensemble des sujets, c'est là où ça devient un problème, parce que dans ce cas-là, ou en tout cas, après, il ne faut pas se poser de questions si on n'a pas réussi à déléguer et si on se rend indispensable surtout, ce qui est en général pas ce qu'on cherche à faire. Mais si sur des sujets très précis, on se reconnaît comme ayant une passion ou un intérêt sur ce sujet-là et qu'on a envie de le faire à notre sauce, je pense qu'il ne faut pas non plus l'interdire. Par contre, à partir du moment
où on veut faire monter à bord des gens et où on veut monter une équipe, bien effectivement, je pense que c'est là où c'est important de de déléguer, d'accepter que ce soit fait différemment, et peut-être pour pouvoir le faire sans être dans une inquiétude ou une incertitude sur où tout ça va mener, le fait de cadrer avec les points que tu évoquais, de faire reformuler la demande et et quelque part de baliser un peu le chemin en demandant comment le collaborateur compte s'y prendre, ça peut permettre de réaiguiller au départ la bonne intention et de s'assurer que voilà, en laissant de la liberté, on s'assure aussi à peu près de là où on va arriver, même si les moyens sont à la liberté de celui qui va faire, au moins on partage là où on veut arriver. Ça évite aussi un peu les déconvenus lors du prochain one-to-one, quoi, j'allais dire. Ouais. Et encore, avec le 1-1, t'as quand même une fréquence hebdo, donc bon, après, ça dépend de la taille de ce que tu délègues, mais euh, dans ce que tu dis, Antoine, si je reformule, il y a l'idée que on a aussi le droit d'avoir son jardin, c'est pas jardin secret, mais enfin son carré Ouais, favori de choses qu'on va se garder et qu'on va pas déléguer, c'est ça? bah ouais, je pense que c'est ça. Et peut-être même un peu plus largement, et pour reboucler avec l'interview de Cédric, je trouvais que c'était intéressant. Si je prends le contre-pied de ce qu'on vient de dire, si je fais un peu l'esprit d'escalier par rapport à ça, c'est que il disait que oui, c'est pas parce qu'on était le meilleur technicien ou parce que c'était le meilleur commercial de ta structure que ça allait qu'il fallait nécessairement que ce soit lui le manager parce que c'était pas forcément son souhait et deux, tu peux être très bon commercial mais pas forcément avoir une aptitude pour être manager. Même si on l'a vu plus loin aussi, il le dit, ça se travaille et c'est une question d'outils. Euh, mais on peut nous aussi se dire que il y a des formes de management qui ne nous intéressent pas. Et dans ce cas-là, peut-être il faut savoir s'entourer des gens qui vont eux être passionnés par le management ou par ce type de management pour pouvoir s'en affranchir. Je pense que si on revient à la question du dirigeant d'une entreprise ou de l'entrepreneuriat, je suis pas sûr qu'il y ait un modèle type de l'entrepreneur parfait ou du dirigeant parfait. Il y a des dirigeants qui vont se reconnaître comme étant très très bons techniquement et qui quelque part vont être toujours ou alors être toujours dans la prospective, dans le lead, mais qui sont incapables de manager et qui vont s'entourer de gens pour faire ça pour eux. D'autres qui sont hyper managers mais qui ont besoin de créatifs autour d'eux. Vraiment, je pense qu'il faut déjà pour soi-même savoir ce qu'on cherche et d'être clair avec soi-même pour ensuite pouvoir vis-à-vis des autres être dans une situation agréable et assumée. Ouais, clairement, ça me révoque un truc, une discussion que j'avais eue avec un de mes managers il y a quelques années, à l'époque où effectivement on faisait encore du développement, et qui avait un problème de gestion de son temps. Et alors du coup, je lui avais proposé qu'on prenne un peu de temps pour regarder ensemble. Donc je lui ai demandé de lister toutes les activités qui lui prenaient du temps. Et quand il est avec sa liste, je lui ai demandé de les coter en temps que ça lui prenait, en expertise qu'il avait dessus et en valeur que ça avait. Et bon, c'était pas une question innocente, hein, c'est en regardant sa liste et le connaissant, ça m'avait un peu frappé. Et ce qui est ressorti très très vite, c'est que effectivement, il prenait beaucoup de temps sur des choses importantes sur lesquelles il n'était pas compétent. Et du coup, je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu as aussi peu de temps dans ta semaine sur les choses qui ont de la valeur, où tu es compétent et que tu aimes faire, et autant sur des choses que tu n'aimes pas faire et où tu te sens pas compétent? Il dit, bah, c'est des trucs qui sont vachement importants. Il dit, bah, il y a par exemple le suivi financier des projets pour savoir les projets où on était en dépassement budgétaire, en retard, en avance, etc. Il dit, c'est un truc hyper important de suivre la rentabilité des projets. Donc, il faut absolument, c'est moi le patron de l'équipe, il faut absolument que je m'en occupe. Et je suis dit, ah, mais pas du tout. C'est hyper important, donc il faut que ça soit fait par quelqu'un qui le fait bien.
Et donc, si toi, tu détestes le faire, que tu te trouves pas compétent, mais trouve quelqu'un et dans ton équipe, tu as un tel qui a vraiment le profil où tu sais qu'il va kiffer, confie-lui le truc, quoi. C'est assez marrant, cette capacité qu'on peut avoir à se dire, oh là là, il faut que... Et alors qu'en plus, on n'est pas du tout tous pareils. Donc effectivement, ce que toi, tu kiffes pas du tout, il y en a un autre qui va aimer le faire, et réciproquement. Bah, je pense qu'en fait, euh, on est souvent les premiers à se mettre des barrières nous-mêmes, quoi. En gros, on se crée nos propres contraintes parce que parfois on oublie d'élargir notre réflexion, on oublie de voilà de se reposer sur d'autres personnes et en fait c'est important aussi de reconnaître que d'autres personnes peuvent nous aider et on peut pas être présent sur tout, on peut pas être bon sur tout. Euh, et ouais, moi je pense que après ça dépend d'où on en est dans sa carrière et dans ses objectifs, mais il y a des choses où on peut, j'allais dire une bonne fois pour toutes, se reconnaître que là-dessus on n'est pas bon ou qu'on n'a pas envie et que c'est pas très grave, mais dans ce cas-là on trouve les moyens de se faire aider pour se focaliser là où on tripe, là où on vibre quand on bosse, parce que c'est là où on est le meilleur en fait. Et c'est pareil pour nos collaborateurs. Je pense que l'écueil fréquent, c'est qu'on hérite d'une certaine représentation de ce qu'on devrait être. Et pour reprendre l'exemple que tu donnais, Damien, ça donne, si je suis le chef, je dois m'intéresser aux chiffres. Et c'est complètement absurde. Comme tu dis, moi j'ai connu, il y a autant d'entrepreneurs que de manières de diriger et c'est exactement ça. Mais c'est vrai que pour le style de management, moi, c'est drôle. Je me suis jamais posé la question d'être bonne ou mauvaise manageuse. Par contre, je me suis toujours dit qu'il fallait que je travaille avec des gens que j'avais envie de voir le matin. Donc, je me dis pas que ça marche ou que ça marche pas avec mon style de management. Je me dis qu'il y a juste des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Ce qui élimine assez naturellement des gens avec lesquels ça peut pas marcher, quoi. Ouais, et encore, bon, nous, on a tous la chance de créer nos équipes, Oui, mais c'est vrai. effectivement, moi, c'était un truc que j'ai eu l'occasion, quand on a mis en place les 1-1, la boîte, à ce moment-là, on était une quarantaine, et donc assez vite, on a mis en place des managers intermédiaires et ils n'avaient pas forcément recruté leur équipe. Et ce que je leur disais, c'est qu'il y a quelque chose d'important, je pense, c'est d'aller trouver les raisons d'avoir envie de faire réussir les gens que tu manages, quoi. Et Oui, et j'avais retenu aussi ce que Cédric, avait dit, c'était que, on passe souvent 80 de son temps avec seulement 20 de son équipe et l'outil 1 à 1 permet de corriger ce biais-là, en consacrant le même temps à chacun des membres et ça, c'est quelque chose de très important pour, limiter cet effet naturel ou qui fait qu'on va vers les gens qu'on préfère et qu'on peut négliger un petit peu certains de nos collaborateurs. oui, ou au contraire, on peut aller beaucoup vers ceux qui posent des problèmes, hein. Ah oui aussi, et que les bons se sentent un peu oubliés. Hmm. Ouais, en fait, je suis partagé là-dessus parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais à la fois, je trouve que c'est important. Il y a un côté nivellement par le 1-1 de dire, bah, de toute façon, il y a ce minimum garanti et donc c'est au moins une demi-heure avec tous les collaborateurs. Et en même temps, il y a une part de moi qui peut pas s'empêcher de dire, ben, il vaut mieux consacrer du temps et de l'énergie à ceux qui en font quelque chose de vraiment utile et qui du coup euh, tu vois, sont des tremplins, quoi, et qui sont du coup les bons. Ah, puis en même temps que je dis ça, je suis en train de me dire, bah oui, mais justement, l'idée, c'est comment est-ce que je fais en sorte que je n'ai que des bons, et donc d'aller trouver chez chacun les leviers qui vont faire qu'il va être bon, quoi. Ouais. Ouais, et puis
Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas compris et je n'ai pas compris les entretiens hebdomadaires comme étant le seul moment où tu peux échanger avec tes collaborateurs. Ouais, c'est clair. Donc, je ne me prive pas d'échanger avec mes collaborateurs en dehors ou mes partenaires en dehors de ces temps un peu formels, ça c'est sûr. Et que t'as une tendance à travailler plus avec certains qu'avec d'autres, peut-être parce que c'est l'organisation de l'entreprise est faite ainsi, et aussi parce que tu as des tropismes qui sont plus ou moins forts, des atomes crochus plus ou moins forts. Ouais. Mais c'est vrai que moi, dans ce que disait Clémentine, le fait que on recrute ou on s'entoure de gens. Alors d'ailleurs, je sais même pas si c'est une bonne chose, hein, mais c'est vrai qu'on a une tendance naturelle à s'entourer de gens qui nous ressemblent. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que alors c'est pas forcément en recrutement, mais c'est aussi quand on sélectionne des projets dans lesquels qu'on a envie de porter. Bah la première des choses pour moi, c'est qu'il y a une envie de travailler avec les personnes. C'est de se dire que ces personnes-là, elles ont quelque chose qui nous font vibrer, c'est qu'on apprécie ce qu'elles sont. Pour leur capacité technique, mais aussi pour la personne dans sa globalité. Et je pense que avant même d'imaginer faire du management ou de mettre en œuvre des outils de management, peut-être le première clé du bon manager ou du bon entrepreneur, c'est déjà de pas se rater dans ses recrutements. Alors, je ne sais pas si tu feras des épisodes sur comment bien Ah, recruter, mais mais ça, je pense que c'est un vrai sujet parce que c'est vraiment compliqué et qu'un mauvais recrutement, assez lourd à digérer à titre perso et puis pour l'entreprise, c'est bien pénalisant. ouais, carrément. Alors, trois choses là-dessus, parce que déjà, je pense qu'on fera un épisode sur le recrutement très clairement, et peut-être avec Cédric à nouveau. J'ai échangé rapidement avec lui après l'entretien, et effectivement, j'avais eu un retour de Clémentine, je pourrais peut-être nous en parler, où ça lui a posé plein de questions en termes de recrutement. Et du coup, je lui ai dit, il faudra que tu reviennes parce qu'il faudra qu'on fasse un sujet recrutement juste après le management, ça va venir avec. La deuxième chose, on parlait tout à l'heure du 1 en intégration, ça avait l'air d'être ton cas, Clem, tu avais l'air de dire, là, dans ce que, il y a une de tes collaboratrices qui a l'air d'être nouvelle, j'ai l'impression. Euh, et, euh, puis Antoine, c'est ça, toi, la Ah oui, personne oui, dont tu parlais, ouais. c'était un nouveau. Moi, j'ai eu pas mal de plantages de recrutement dans ma carrière, mais plein de fois, je me suis posé vraiment, j'ai eu des gros doutes de savoir si c'était vraiment des erreurs de recrutement ou si c'était des erreurs d'intégration. C'est-à-dire que je m'étais pas trompé en disant tiens cette personne elle a un potentiel, elle a des capacités, elle a une bonne personnalité. Mais inversement, quand tu intègres quelqu'un, que tu avais une fiche de poste et que tu lui donnes rendez-vous dans 3 mois, la probabilité d'accident, elle est quand même super élevée, alors qu'effectivement, l'intégrer en mettant en place un 1-1 immédiatement, ça limite quand même énormément le risque du problème d'intégration. C'est-à-dire très très vite, tu peux voir les incompréhensions sur la mission, sur la culture de la boîte, sur les modes de fonctionnement, recorriger le tir, répondre aux questions. Enfin, il y a un côté. Ah bah oui, Moi, j'ai eu des recrutements avant où, en fait, je me souviens en particulier d'une personne que j'avais recrutée qui était arrivée genre le 6 juillet, et moi à ce moment-là, j'étais en plein sur une conférence, puis après je partais en vacances, etc. Et quand on a commencé à vraiment parler, ça faisait 2 mois que la personne était en roue libre et faisait mais n'importe quoi. Donc là, tout de suite, on est rentré dans une relation un peu tendue et ça s'est jamais bien passé après, quoi. ah, c'est sûr que enfin, le, 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 le onboarding, pour le faire à l'américaine, c'est une phase qui est hyper cruciale. Et en fait, dans le quotidien d'une entreprise, il y a plein d'implicites Ah dont mais on se rend même ouais. plus compte. Et il y a plein de trucs où il y a le formalisme n'est plus nécessaire parce que tout se fait naturellement. Et en fait, on se rend pas compte de la masse d'informations qu'il faut avoir intégrées sur le fonctionnement d'une entreprise pour se trouver à sa place. En tout cas, moi, tel que je le vis sur des petites structures où tout est pas formalisé, il y a plein de trucs qui passent en off
Et le fait de mettre spécifiquement sur cette phase d'intégration des entretiens hebdomadaires, en tout cas même sans penser à faire du one-to-one comme un outil pérenne, en phase d'intégration, j'imagine même pas qu'on puisse pas faire un point même pluri-hebdomadaire avec le collaborateur, ou qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise qui ait la responsabilité de faire ça, quoi, parce que c'est un moment qui est trop crucial pour s'assurer que la greffe prenne bien. Ouais, je vais même aller plus loin, c'est que je crois que c'était un épisode de Sérivatine dans son podcast une fois où, en réponse, je crois qu'il avait dû faire des épisodes à un moment de questions-réponses. Les gens envoyaient des mails et il évoquait le fait que quand on est dans des périodes un peu de crise dans les boîtes, on peut passer à des 1-1 beaucoup plus fréquents. En fait, ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, je crois, sur cette histoire d'autonomie, c'est-à-dire qu'entre 2 à 1, la personne est autonome. Euh, Peut-être qu'en phase d'intégration, il faut quasiment envisager d'avoir un 1 tous les jours, quitte à ce qu'il ne fasse que 10 minutes, quoi. Mais déjà, sur la première semaine, une semaine de roue libre, c'est peut-être déjà beaucoup, beaucoup trop pour que ça se passe bien, quoi. En informatique, on appelle ça des shadows. C'est-à-dire qu'au début, quand on a quelqu'un comme ça qui est junior, il est derrière l'épaule de quelqu'un. Et il fait rien, il est juste l'ombre de quelqu'un. Alors ça dure plus ou moins longtemps selon l'intégration qui est visée, mais je vous rejoins sur le côté, ça me viendrait pas à l'idée de laisser quelqu'un en roue libre les premiers jours de recrutement. Ouais. Bon, ça fait une petite heure pas loin qu'on est en train d'échanger et je vous avais promis qu'on allait. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir répondu à ma demande de réaction assez rapide après la publication du podcast et donc je vous avais promis qu'on allait essayer de rester assez court. Pour profiter un petit peu de temps qui nous reste encore, si vous voulez bien, ça m'intéresserait de refaire un petit balayage finalement au-delà de ce que vous avez déjà pratiqué, mis en place, si on voulait aller plus loin sur le sujet, ça serait quoi les grandes questions qui se posent à vous aujourd'hui? Alors Marc, je crois que tu as une grande question qui est comment je fais pour tenir mes 1 toutes les semaines et pas me précipiter chez le client quand il a une urgence. Mais Ah je oui, sais ça pas c'est si clair. tu as cette C'est question, mais vraiment moi ma je te la question. propose. Mais Ah oui, oui, sinon, je suis entièrement d'accord. ouais. D'ailleurs, je sais pas si Clémentine ou Antoine, vous avez des suggestions. Là, tel quel, je suis un peu sec, mais Alors, moi, je suis dans une démarche d'éduquer le client, donc j'ai beaucoup de bonheur à dire à mon collaborateur, non, non, on finit l'entretien, c'est plus important, on le rappellera dans un quart d'heure. Donc moi, je réfléchis dans l'autre Ah, sens. c'est une super idée, sauf que je ne commence même pas mon entretien, c'est ça mon souci. Ah oui, Il faut là déjà là se oui, discipliner. effectivement, on arrive à la limite du système. Ah ben c'est comme c'est comme toutes les habitudes à mettre en place. Au début, c'est contraignant. On est tout le temps en train de trouver des excuses pour pas le faire. On n'a pas dégagé le créneau. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça devient complètement naturel. Si je veux tenter un parallèle et en même temps proposer une idée d'action vertueuse pour la planète, quand on va faire ses courses et qu'on a l'intention d'emmener des contenants pour éviter de mettre ça dans des boîtes en plastique, au début, on oublie tout le temps et à chaque fois on se dit ah zut, j'ai encore oublié d'emmener mes contenants. Et à la fin, un peu comme les chiens de Pavlov, à chaque fois qu'on va chez le boucher, bah automatiquement on passe et on ramasse sa boîte qui va bien pour mettre la viande dedans et éviter que ce soit dans des emballages jetables. Donc voilà, c'était la minute écolo du podcast, mais en fait c'est ça moi. Le one-to-one, là maintenant, il est acté dans mon planning. Et donc, c'est un créneau que je ne peux pas utiliser pour autre chose puisqu'il est déjà verrouillé. Donc maintenant, sauf situation exceptionnelle, il est réservé à ça. Et c'est confortable d'organiser autour. alors, Puis je mettrais aussi la notion de plaisir. C'est important de trouver ça agréable parce que comme ça, on l'attend avec impatience.
et on se réjouit à l'idée de le faire. Ouais, c'est clair. Je pense que si j'avais pas ce point de vue de plaisir, je trouverais toutes les excuses de la terre pour avoir plus important. Ouais. Et ça marche pour tous les sujets, hein, d'ailleurs. Je pense Ouais. que Non, mais c'est clair, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait cette idée de comment je fais pour que tous les collaborateurs, j'ai envie de les aider à réussir, il y a cette question de, effectivement, si c'est un bon moment que je passe avec mon collaborateur, ça va être plus facile. Marc, j'ai une suggestion du coup. En attendant, j'en ai eu une idée. Oui. Et la remarque d'Antoine sur les routines m'a fait penser à ça. Moi, il y a 2 routines que j'ai mis en place depuis quelques années. Une, c'est la méditation de pleine conscience, et l'autre, c'est le jogging. Et en fait, dans les 2 cas, j'ai appliqué la même technique pour pouvoir le mettre en place. C'est d'avoir une routine qui fonctionne en mode dégradé. C'est-à-dire que si j'essaye de méditer une demi-heure tous les matins, il y a toujours un matin où j'ai pas le temps. Mais en revanche, ce que j'ai gardé, c'est de dire, ok, ce qui est plus important, c'est que ça ait lieu, quitte à ce que ça soit très court. Et Oui, donc, d'accord. il y a des matins, je fais qu'un quart d'heure, il y a des matins, je fais que 3 minutes. Et il n'y a pas un matin où je peux pas me dire, je peux pas prendre 3 minutes quand même pour faire ma méditation. Et alors, peut-être qu'à 3 minutes, ça sert pas à grand chose, mais ça sert à ne pas rompre la routine et ne pas installer la permission de ne pas le faire. Et donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire comme ça sur le 1 à 1, qui est de se dire, il doit avoir lieu. Donc, quitte à ce que je l'avance, quitte à ce que je le décale, quitte à ce que je le fasse plus court, parce que j'ai une urgence client. Mais, et si toi, tu le poses comme un deal avec ton collaborateur, tu seras engagé avec lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu peux lui dire, écoute, moi, je me rends compte que régulièrement, on le fait sauter parce que j'ai une urgence client ou un autre, et je veux changer ça. S'il nous écoute, voilà, tu vas lui dire que tu peux lui dire maintenant que tu vas bouger. Oui, Mais qui qui est de dire, voilà, peut-être tu peux lui dire, écoute, là, j'ai une grosse urgence client, donc il va falloir qu'on soit rapide. Est-ce que, je suis désolé, mais est-ce qu'on peut le faire juste 20 minutes ou un quart d'heure, ou est-ce qu'on peut le faire plus tôt? Est-ce que je peux t'appeler au téléphone, et est-ce qu'on peut le faire du coup en horaire un peu décalé? N'importe quoi qui permet de dire, on le fait quoi qu'il arrive. Oui, oui, effectivement, c'est une bonne piste. Parce que quand tu as un agenda comme ça, qui est très contraint par l'extérieur, qui est très soumis à l'extérieur, et en même temps, j'entends, je pense que Clémentine a raison, il y a un moment, il y a peu. Bon, effectivement, quand ton client se fait hacker, il y a une vraie urgence, mais il y a peu de Oui, vrais il y a problèmes toujours qui les vraies sont. urgences. Il y a peu de problèmes qui puissent pas attendre une demi-heure que tu aies fait ton 1 quand même, quoi. Euh, mais et quitte à dire à ton client, bah tiens, je viens, mais par contre, j'ai un point d'une demi-heure à 11h, donc il faudra que je m'isole à ce moment-là. Et puis, du coup, tu es chez ton client à 8h, mais du coup, tu t'isoles à 11h du matin. Je sais. Et aussi penser à dire au client, regardez, quand je suis avec vous, je ne suis avec personne d'autre. Ça lui permet de mieux accepter le fait que tu répondes pas immédiatement quand il t'appelle. Oui, oui, effectivement. Ah oui, clairement, moi je fais ça parce que pour le coup, quand je suis en atelier, quand je fais du consulting avec mes clients, je fais que ça pendant ce temps-là, et du coup, ça veut dire inversement que quand ils m'envoient des mails ou des machins, je suis pas du tout réactif. Mais effectivement, quand je démarre une relation avec un client, en général, je lui explique que moi j'ai un peu un côté monotâche multi-segmenté, quoi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de casquettes et beaucoup de clients, mais quand je suis en train de faire un truc, là on est en train d'enregistrer le podcast, j'ai mis mon téléphone en mode avion et mon ordinateur en mode ne pas déranger. Et du coup, si quelqu'un cherche à me joindre pendant ce temps-là, je suis pas joignable, mais c'est pas grave, les attendons. Quand j'ai une petite astuce au passage, quand j'ai commencé le CJD, donc c'était en 2007, mais les premières formations c'était en 2008, et la première fois que je suis allé en forum de formation, donc les formations c'était 2 jours, c'était en Sologne, en plein milieu de la Pampa, d'ailleurs il n'y avait pas beaucoup de réseau, et de toute façon en formation je coupais mon téléphone, et bon, la boîte avait 4 ans à ce moment-là, donc j'étais
j'étais ultra opérationnel, plus qu'opérationnel, j'étais central dans un certain nombre de prestations pour nos clients. Et la première fois, je rallume mon téléphone à midi et j'avais genre 12 messages. Et j'avais un premier message qui disait « Oui, bonjour Damien, c'est Richard, est-ce que vous pourriez me rappeler s'il vous plaît ?» Puis après, j'avais un deuxième message qui disait Monsieur Touvenin, c'est Richard, rappelez-moi s'il vous plaît. » Et puis, plus les messages allaient, plus ça montait en pression. Et j'avais trouvé une astuce complètement idiote qui était de changer mon répondeur, et je l'utilise encore quand je pars en vacances, de changer mon répondeur et de dire, et là je faisais un message temporaire où je mettais je suis en formation et donc pas joignable aujourd'hui. Si c'est extrêmement urgent, contactez Ludovic à tel numéro, sinon envoyez-moi un SMS et je vous rappellerai à la pause. Et du coup, j'ai plus du tout eu de problème. Les gens se démerdaient très bien. Ils me laissaient un message éventuellement. Puis quand je les rappelais, ils me disaient non, mais c'est bon, finalement, j'ai vu que vous étiez en formation. Ça, on verra ça lundi. Ouais, mais je pense que c'est encore le sujet d'un podcast futur. Mais, mais la clarté dans l'offre, en fait. C'est ça qui est important. Mais que ce soit en interne ou en externe, en fait. C'est qu'est-ce que les gens peuvent attendre de toi ou de l'entreprise, à quel moment et sous quel format. Et à partir du moment où c'est bien posé, tu peux avoir des exigences. Par contre, si les gens pensent que t'es taillable et corvéable à merci, bah tant qu'ils n'ont pas eu le signal contraire, bah ils y vont. Et en fait, c'est normal tant qu'on t'a pas mis de limite à ce que tu peux avoir, bah tu essayes, tu tentes et tu prends. C'est une tendance naturelle. Donc ça, je pense, que c'est vraiment important en fait de bien qualifier ce qu'on fait pas et comment on le fait. Bah, tu me tends un petit peu une perche quand même sur la clarté de l'offre. J'en profite pour faire une petite annonce. C'est la minute publicitaire. Je sais pas encore très bien, c'est toujours compliqué de caler les interviews entre mon agenda et l'agenda de mon expert, mais dans les sujets prochains que je souhaite traiter, il y en a un sur la stratégie des entreprises et l'autre c'est sur effectivement la proposition de valeur. Comment on clarifie la proposition de valeur de sa boîte. Ça sera peut-être un sujet enfin, ça m'intéresse d'ailleurs. J'en profite pour faire un petit appel aux auditeurs. Si vous avez des questions sur ces sujets, envoyez-moi un mail damien@milmentor.fr. Ça permettra du coup que moi je replace vos questions dans l'interview pour qu'on fasse des interviews les plus pertinentes possibles. Mais oui, pour revenir au sujet, je pense que il y a une vraie question de quel est le deal entre toi et tes clients, Marc, et probablement entre toi et ton collaborateur. Et peut-être que ça mérite que vous ayez cette discussion entre toi et ton collaborateur sur finalement qu'est-ce qui prime. Peut-être que dans la culture de ta boîte, j'ai oublié de te demander d'ailleurs comment elle s'appelle, si les gens veulent te trouver, s'ils sont sur Nancy et qu'ils ont besoin d'un médecin chinois pour leur informatique. Et oui, ma boîte s'appelle Zenitic. On apporte la zénitude informatique à nos clients. Et effectivement, mes collaborateurs sont demandeurs. C'est moi qui me trouve des tas d'excuses pour aller faire autre chose. Donc c'est là aussi à moi de m'auto-éduquer. Je sais que mes collaborateurs, eux, adorent cet entretien. Ouais. Ok, et alors du coup, j'avais ouvert la question et puis on a embrayé sur le cas de Marc. Marc, je suis désolé, on t'a utilisé comme punching ball, mais Excellent, ça me fait progresser. est-ce que du coup vous repartez de cette première session sur le management avec des questions ou des next steps, des choses comme ça? Ce serait quoi si on voulait creuser, aller plus loin? Quels seraient les sujets? Bah, du coup, moi, j'ai un petit truc qui va me faire réfléchir ce soir. C'est la remarque qu'il y a eu sur le fait de travailler avec des gens qui nous ressemblent. Je me suis toujours dit que je travaillais avec des gens avec lesquels je partageais quelque chose, que ce soit un intérêt, une passion, etc. Mais je sais en mon fort intérieur que c'est enrichissant de travailler avec des gens qui te ressemblent pas forcément. Donc peut-être qu'il faut que je réfléchisse sur cette notion-là, de est-ce que je suis pas un peu dans la recherche de qui se ressemble et puis de pas aller plus loin. Voilà, ça va peut-être être
ma prochaine réflexion. Oui, surtout que toi, tu es dans une phase de ta boîte où tu veux recruter. Oui, moi je suis en développement et je suis toute petite, donc il y a tout un tout un chemin à Ouais. parcourir. Ouais, moi, suite au podcast, là, moi, je me suis aussi re-questionné sur toute ma gestion du temps, en fait, et la mise en place des routines, notamment quand j'ai essayé voilà, de me dire, tiens, allez, hop, je me dégage un créneau pour faire ça. Et puis je crois que dans le podcast, ou en tout cas, je sais plus si c'était explicitement dans l'interview ou si ça m'a rappelé des choses, mais ça m'a ça m'a ça m'a rappelé tous les sujets sur le Getting Things Done. Si, Euh, Cédric, effectivement, parle du fait que quand il s'est retrouvé un peu en limite burn-out au démarrage et qu'il a dû concilier le fait de travailler sur ses boîtes, ouais, c'est ça. plus gérer tout l'investissement temps que nécessite le fait d'avoir un enfant handicapé. Et Ouais, effectivement, un des premiers secours qu'il a trouvé, c'était la GTD. Oui. ouais. Et ouais, c'est ça. Tu as raison, tu me rappelles ça. Et moi, bah, ça m'a rappelé qu'effectivement, en fait, je m'étais plongé dedans et que j'utilise en fait au quotidien un peu quelques outils de GTD. Mais je me rends compte qu'on dérive vite et en fait je me suis replongé là récemment dans le bouquin de Getting Things Done pour euh, pour voir en fait où j'avais dérivé et qu'est-ce que je pensais faire comme étant de la GTD et qui en fait n'en était plus du tout et qui était même presque contre-productif. Et voilà, donc moi ça m'a aussi redonné envie de me remettre un coup de mise à jour sur ça pour réaffûter les outils afin de regagner du temps et de gagner de la sérénité, quoi. Et je suis vraiment aujourd'hui dans cette logique d'être plus en maîtrise du calendrier et plus en sérénité, parce que quand tu es en sérénité, bah aussi voilà, tu es plus lucide dans tes prises de décision, tu peux aussi te dégager plus sereinement du temps pour les collaborateurs et donc potentiellement mieux déléguer et donc rentrer dans ce cercle vertueux où comme tu délègues mieux, et bah tu te dégages du temps et voilà. Ouais. Donc voilà, ça m'a remis dans un mood un peu positif sur tout ça et donc ça c'est assez chouette. Dans le bouquin de David Allen, là, Ouais. Getting Things Done, en français, ça a été traduit en S'organiser pour réussir. Il y a un truc que j'avais adoré comme image qui m'en est resté, c'est ce qu'il appelait l'esprit comme de l'eau. Il Ah oui, disait, voilà, calme le comme un lac, lac. s'il n'y a pas d'événement, il est lisse comme un miroir, et puis si on jette un caillou dedans, ben, ça fait des vagues, et puis au bout d'un moment, ça revient à l'état, et si on jette un gros caillou, il y a des grosses vagues, et puis si on jette un petit caillou, il y a des petites ridules. Et il disait, le sujet, c'est pas d'être toujours parfaitement zen, c'est une illusion, parce que la vie nous jette des cailloux, mais la question, c'est d'avoir effectivement des vagues qui sont à la hauteur du caillou, d'une part, et si le moindre petit caillou fait une tempête dans le lac, il y a un problème, et puis de revenir à un état d'équilibre. Et là-dessus, je trouve que la GTD est quand même assez difficile à tenir. Cette image est très belle, mais elle est quand même assez difficile à tenir. Ah ouais. Cédric, je vais faire une petite pub et puis je vais lui demander après, je vais lui envoyer un petit mail pour savoir s'il peut nous faire un code promo pour les auditeurs de 1000 Mentors parce que vous savez, il a plein de formations. La première qu'il avait créée, c'est le manager essentiel avec tout le système de management, donc les 1 à 1, le feedback, le coaching, la délégation. Après, il a couvert d'autres sujets. Il en a une qui, d'ailleurs, je pense, est dans les best-sellers que moi j'ai adoré, qui s'appelle SOR, Système d'organisation réaliste. Et tout à l'heure, j'évoquais avec Marc l'idée qu'une routine, pour qu'elle tienne, il faut qu'elle puisse fonctionner en mode dégradé. Ben, je crois que la super force du système que lui, il a construit avec SOR, qui est vachement inspiré de la GTD, mais c'est une GTD débrayable. Donc il y a Mhm. 4 niveaux, et donc tu es en mode survie, en mode minimaliste, etc. Et quand tu es sous l'eau, tu reviens en mode survie, et tu fais juste le minimum pour que le système tienne. Et puis après, voilà, et ça fonctionne super bien. J'ai mis ça en place il y a 4 ans maintenant, et vraiment, ça a changé ma vie. Notamment, je n'ai plus jamais eu le problème d'être débordé par ma boîte mail, ce qui était quand même un problème chronique chez moi, quoi. Mhm.
Bon, écoutez, j'ai l'impression que on arrive au terme de quelque chose puisque la discussion s'arrête d'elle-même, c'est très bien. Je Moi, voulais... je vais surtout arriver au terme du temps imparti, parce que j'ai oui, un engagement par ailleurs et, il est bientôt 17h30. Je sais pas si tu caches le fait que ça n'est pas du live, mais comme ça les auditeurs sauront. non. Tout le monde sait que le podcast est enregistré. Effectivement, comme on a démarré un peu en C'est le retard, principe du podcast. j'ai l'œil sur le compteur à 1h16, mais effectivement, comme on a démarré en retard, on est au bout de l'heure et demie. Écoutez, merci vraiment beaucoup à tous les trois pour ce temps ensemble. On se retrouve donc très rapidement pour une prochaine interview sur un sujet qui sera, et donc comme je le disais, probablement ou la stratégie ou le positionnement, la proposition de valeur de l'entreprise. Et d'ici là, est-ce que vous m'autorisez à mettre vos coordonnées? Enfin bon, on débriefera ça par mail pour voir ce que je peux mettre sur la page de l'épisode, voir si je peux mettre vos coordonnées pour les gens qui voudraient entrer en contact, ou probablement qu'on mettra les liens vers vos entreprises respectives. Oui, absolument. Parfait. Parfait. Ok. Merci beaucoup Damien en tout cas, c'était un plaisir. Eh bien, Ouais, bon retour merci, au c'est cinéma et dans les restos. Ah oui. Puisque nous enregistrons ça le 19 mai, jour de la réouverture. Et bonne soirée à tous. À bientôt. Ouais, salut Damien, Bonne salut soirée. Marc, salut Clémentine. À très Au bientôt. revoir. Au revoir. Salut à tous. Alors nous voici au terme de cet épisode, mais pas de nos aventures. J'espère que vous avez trouvé autant d'intérêt à écouter cette émission que j'ai pris de plaisir à la fabriquer. Si vous êtes des fidèles de 1000 Mentors, vous savez que vous pouvez retrouver tous les épisodes organisés par thème avec les notes et le minutage sur le site 1000mentors.fr. Si vous découvrez ce podcast et que ça vous a plu, je vous invite à vous abonner. J'ai l'ambition de produire 2 épisodes par mois, mais comme c'est une activité soir et week-end que je mène en parallèle de ma vie de chef d'entreprise et de papa de 3 enfants, ça peut être un peu aléatoire. Être abonné, ça vous permet de ne rien rater. Par ailleurs, si ça vous a plu, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour soutenir ce podcast, car la grande difficulté d'un podcast, c'est de se faire connaître. Et pour ça, les évaluations, les notes comptent énormément. Donc, allez dans votre appli de podcast, allez dans votre site de podcast préféré et mettez une évaluation, une note. Le mieux, c'est si vous mettez également un commentaire pour dire ce qui vous a plu. Et puis si vous voulez partager cet épisode avec des amis ou des confrères, des collègues, j'en serais très heureux parce que plus on est nombreux à écouter, plus ça me motive pour aller, et puis plus ça me donne des arguments pour aller chercher des invités intéressants. Voilà, je compte sur vous et puis je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne ou sur ma newsletter, l'hebdo de 1000 Mentors, auquel vous pouvez vous abonner sur le site, et qui vous permet chaque dimanche soir de recevoir 5 minutes de lecture avec un peu la crème de mes veilles de la semaine, de tous les articles que j'ai repérés qui sont intéressants pour des managers et des dirigeants. À bientôt, merci de votre écoute.